Suivez l'entrevue avec Redis Study Go International, RSG au cœur de votre projet d'études à l'international. Bonsoir chers téléspectateurs et internautes, merci de suivre Investis-Média, la chaîne des investisseurs. Dans ce nouveau numéro de l'entrevue, nous recevons pour vous Dr Maman Alourou, enseignant vacataire au département de l'histoire à l'Université de Lomé. Docteur, bonsoir. Bonsoir cher ami du bien. Merci d'être là. Alors docteur, vous êtes sur notre plateau pour nous parler de l'histoire de notre cher pays, le Togo, mieux à la naissance du Togo. Alors docteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous brièvement notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup cher ami du bien. Merci à tous les téléspectateurs et aux promoteurs de Investis-Média qui nous donnent l'opportunité de venir sur le plateau afin de prendre part à ces genres d'émissions dans lesquelles nous apportons des éclairages sur certains points de l'histoire contemporaine de notre cher pays, le Togo. Évidemment, notre cher pays, le Togo, c'est un pays qui a une superficie de 56 600 km² et qui est situé en Afrique de l'Ouest, entre la République du Bénin à l'est, la République du Ghana à l'ouest et la République du Burkina Faso au nord. Au sud, le Togo est limité par l'océan Atlantique. En termes de coordonnées géographiques, nous allons dire que le Togo s'étire entre le 6e et le 11e degré de latitude nord et entre le 1 degré et le 1 degré 6 de longitude est. Voilà donc ainsi présenté de façon administrative et en appui avec les coordonnées géographiques notre cher pays, le Togo. Merci docteur pour cette brève présentation. Alors, quelle est la date de naissance de notre cher pays, le Togo, docteur? Le Togo que nous avons aujourd'hui et qui a une superficie de 56 600 km² a un ancêtre qu'on appelle le Togoland. C'est lui qui est le premier Togo qui, par la suite des événements historiques, va devenir le Togo actuel. Lui s'appelait le Togoland ou la terre du Togo en anglais ou le Togo-Gebiet en allemand. Donc ce territoire est né le 4 juillet 1884. Donc nous allons dire que le Togo, la date de naissance du Togo, c'est le 4 juillet 1884. L'événement qui a consacré la naissance du Togo, c'est la signature du traité de protectorat le 4 juillet 1884 entre le roi Mlapa de Togoville, représenté par son porte-canne qu'on appelle Plakou, et le chancelier allemand Bismarck, représenté par son envoyé, le consul qu'on a appelé Gustave Nachtigal. Avant la signature de ce traité, il n'y avait aucun territoire sur la planète Terre qu'on appelait le Togo. Voilà pourquoi on dit que c'est la signature de ce traité le 4 juillet 1884 qui a donné naissance au territoire qu'on appelle le Togo. Donc le Togo est né le 4 juillet 1884. Ça ne veut pas dire que les Togolais sont nés le 4 juillet, mais ils habitaient le territoire qui ne s'appelait pas Togo. Le Togo en tant qu'entité territoriale officiellement reconnue est né le 4 juillet 1884. Alors, quelles sont les circonstances ayant concouru à cette naissance-là, docteur? Voilà, les circonstances ayant concouru à la naissance de notre cher pays, le Togo, sont un peu plus complexes, mais nous allons essayer de résumer de façon brève afin que les gens puissent mieux cerner. Nous savons que les puissances occidentales sont venues en Afrique à partir du 19e siècle pour conquérir les territoires coloniaux. Et sur cette base, les Français étaient sur la côte du golfe de Guinée et également les Anglais étaient sur la côte du golfe de Guinée. Les Anglais étaient en Gold Coast, ce que nous appelons aujourd'hui le Ghana. Les Français étaient au Dahomey, ce que nous appelons aujourd'hui le Bénin. Mais entre les deux, il y avait un no man's land, il y avait un vide. Mais chacun
savait que, chacune des deux puissances savait que il y a ce vide et chacune s'évertuait à rapidement finir la conquête qu'elle était en train de faire pour venir occuper l'espace vide, qui va devenir plus tard le Togo. Voilà. Donc, les Français étaient aux prises avec Bianzin, ils voulaient en finir pour venir conquérir l'espace, alors que les Anglais étaient aux prises avec le roi Kwaku-Dua, dit Prempeh, afin de pouvoir en finir avec lui et venir conquérir l'espace vide. Quand le consul allemand Gustave Nachtigal passait, il va retrouver un territoire vide et va occuper. C'est pourquoi, ça c'est un élément que je vais ajouter, la naissance du Togo a été le fruit d'un hasard. Nullement, Gustave Nachtigal n'a été mandaté par le chancelier Bismarck pour venir conquérir un territoire qui s'appelle Togo. C'est sur le champ qu'il a fait et qu'il a appelé qu'il a donc transmis le message, parce qu'il ne peut pas appeler en ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Il a transmis le message à son supérieur, le chancelier Bismarck, pour lui dire qu'il a trouvé de façon fortuite un territoire qu'il a occupé, qui s'appelle Togoland. Comment ce Togoland est né? Donc, les Anglais étaient à l'ouest, les Français étaient à l'est. Les commerçants occidentaux étaient sur la côte africaine bien avant l'arrivée des colonisateurs. Ils étaient en train de faire le commerce des produits locaux. Le café, le cacao, le copra, les produits palmistes. Ils achetaient ça et envoyaient ça en Europe parce que l'Europe industrielle avait besoin de produits locaux qui ne se retrouvent pas forcément sur le sol européen. Alors, ces commerçants se sont sentis menacés. Et ce sont ces commerçants qui ont lancé un appel pressant pour appeler Gustave Nachtigal alors qu'il était de passage avec son navire pour venir les protéger. C'est pourquoi la signature du traité va prendre le nom de protectorat. Pourquoi? Voilà. Pourquoi les commerçants étaient menacés et avaient appelé donc Gustave Nachtigal à venir les protéger. Là aussi, il faut qu'on explique pour que les gens comprennent. Rapidement. Du côté est, il y avait la frontière, il y avait les Français, au Dahomey. Du côté ouest, il y avait les Anglais. Mais les commerçants qui étaient établis sur la côte étaient gênés du côté est, tout comme du côté ouest. Du côté ouest, c'est l'administration anglaise qui menaçait les commerçants qui étaient sur la côte de venir les envahir s'ils ne cessaient pas leur contrebande. Pourquoi on considère leur activité commerciale comme une contrebande? Parce qu'ils ne payent de taxes à personne. Alors, ils étaient à Quetta, sous la menace de Firminger, qui était l'envoyé de l'administration coloniale britannique à partir des années 1874. Ils vont descendre un peu plus bas, vers Denou. De Denou, ils seront encore gênés et ils vont maintenant descendre vers Aflaou pour s'installer et faire leur commerce sans être gênés. C'est ça, c'est là qui marque la frontière entre les Anglais de la Gold Coast et le futur Togo. En ce moment, Gustave Nachtigal n'était pas encore arrivé. Ils vont venir s'installer dans un territoire où personne ne les gêne. Du côté est, les commerçants qui étaient installés là étaient gênés par la lutte entre les cabeceurs des deux clans d'Anéro. Il y avait les Adjigos et les Lawson qui se battaient pour avoir la primauté du droit des taxes à prendre sur les commerçants. Les Lawson disaient que c'est eux qui devaient, à eux que revenaient les taxes. Les Adjigos également disaient que c'est à eux que revenaient les taxes. La lutte entre les deux clans menaçait l'activité commerciale des commerçants. Voilà pourquoi, lorsque Gustave Nachtigal était en train de passer, nullement mandaté pour venir au Togo, d'ailleurs il ne savait même pas qu'il y avait un territoire vide coincé entre les conquêtes coloniales françaises à l'est et les conquêtes coloniales anglaises à l'ouest. Il va être appelé par les commerçants pour venir les protéger. Il va saisir, il va sauter sur l'occasion, arriver sur le champ, il signe un traité de protectorat avec le roi Molapa de Togoville et donc avec le roi Molapa de Togoville, et il va nommer son territoire Togo Gebit, c'est-à-dire Togoland, la terre de Togo. Il va transmettre le message à son chancelier
Bispa. Voilà les circonstances dans lesquelles le Togo est né. Ce n'était pas tout le Togo, c'était la côte. Et le principe de l'Interland, c'est-à-dire qu'une des grandes décisions prises à la conférence de Berlin disait que toute puissance installée sur la côte a la possibilité de repousser ses frontières de la côte vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle ne rencontre la frontière d'une autre puissance ou un obstacle naturel. Voilà, sur la base de ce principe, les Allemands vont conquérir le territoire de la côte, du sud donc vers le nord, jusqu'à avoir un espace dont la superficie était de 90 400 km². C'est ce Togo-là qui est né le 4 juin 1884. Plus tard, la guerre de 1914-1919 va amener les Allemands à être battus et le Togo sera partagé et donc sera devenu le Togo de 56 600 km² dont nous avons hérité aujourd'hui. Quels sont les autres acteurs qui ont intervenu dans ce processus-là? C'est un processus qu'il faut comprendre à travers la stratégie utilisée par les Allemands. Et ça a été la stratégie de tous les colonisateurs. Lorsque le colonisateur arrive sur un lieu et qu'il veut le conquérir, il ne s'adresse pas aux particuliers. Il s'adresse à l'autorité centralisée. Dès qu'il a la main mise sur l'autorité centrale, il sait que tout le territoire est pris. Voilà pourquoi quand Gustave Nachtigal est arrivé pour signer le traité de protectorat, il a cherché à signer le traité avec le chef dont l'autorité n'était pas contestée sur l'ensemble de la côte. Et c'était le roi de Togoville. Le roi n'existait pas selon les sources que nous avons exploitées. Le roi était déjà mort. Mais dans la société traditionnelle africaine et en particulier Evé, le roi peut être mort, la régence est assurée par les notables et à chaque fois qu'on veut parler, on parle toujours en son nom. C'est ainsi que son porte-canne ou son porte-sceptre, Placou, l'a représenté sur les lieux devant Gustave Nachtigal et a signé le traité de protectorat avec lui. Il y avait aux côtés de Gustave Nachtigal, c'est un commerçant allemand, notamment Auguste Randad. D'ailleurs, quand il va signer le traité de protectorat, il va continuer son chemin. J'avais dit qu'il n'était pas mandaté pour venir signer un quelconque traité au Togo. Il va continuer son chemin, il allait vers l'Afrique du Nord, il va continuer son chemin, il va prendre un des commerçants allemands installés sur la côte qui s'appelle Randad, qui va nommer premier gouverneur. Donc c'était le premier gouverneur du Togo. Du côté local, à part Placou qui était le porte-sceptre du roi Mlapa de Togoville, il y avait également les rois Koudadje et Oklou de Togoville, il y avait les chefs Gassou de Baguida, il y avait également les chefs Adé et Dadji de Bé qui étaient aux côtés de Placou. Tous ces villages dont j'ai cité là étaient dans le territoire qu'on appelle Nigben. Et c'était un territoire dont une divinité qu'on appelle la divinité Nigben avait l'autorité sur l'ensemble du territoire. Et donc le chef qui avait l'autorité sur l'ensemble du territoire était un chef reclus. En pays élevé, le chef vit reclus, il ne sort qu'une fois l'an. On ne peut pas signer un traité avec le prêtre, le chef prêtre qui vit reclus et qui ne sort qu'une fois l'an. Donc on a voulu signer avec un chef qui règne et dont l'autorité n'était pas contestée sur l'ensemble de la région. C'était le chef ou bien le roi de Togoville qui va être représenté par Placou et ses collaborateurs avec qui Gustave Nachtigal va signer le traité qui a donné naissance au Togo le 4 juillet 1884. La localité dans laquelle venait le chef au nom de qui le traité a été signé, c'est Togoville. Ça ne s'appelait pas Togoville en ce moment. Ça s'appelait Toagodo, c'est-à-dire le village qui se trouve au-delà du lac. D'accord, derrière la rivière. Donc, les Allemands vont plutôt parler de Togoland, le territoire de Togo. Voilà. C'est plus tard, pour éviter la confusion, qu'on va ajouter ville à Toagodo, qui va devenir Togoville.
Et le territoire va prendre Togo, parce qu'on va lever le land, Togoland, la terre de Togo. Donc c'est le Togo. Donc voilà comment le nom a été attribué au Togo et comment les circonstances dans lesquelles le Togo est né. Dans vos propos, vous parlez toujours de Mlapa. C'est qui exactement? Mlapa était le roi de Togoville. Et comme je l'ai dit, le roi de Togoville avait une autorité sur l'ensemble du territoire nigblin et son autorité n'était pas contestée. Alors, les colonisateurs ont jugé bon de signer avec lui un traité pour que la portée de ce qu'ils vont signer ne soit pas contestée par les autres dans la région. Sinon, il y avait un chef prêtre traditionnel qui détenait la gestion de la divinité Nigblin, mais qui vivait reclus au niveau des baies. Donc, on n'a pas voulu signer avec lui. On est d'accord? Donc, il a signé avec le roi Mlapa de Togoville. Il était déjà décédé. Mais le nouveau chef n'était pas encore choisi. Donc, tout se faisait en son nom. Donc, voilà pourquoi Plakou a signé le traité de protectorat au nom de Mlapa de Togoville. Et Plakou, quant à lui, c'est son représentant, c'est son porte-sceptre. C'est un des notables, un des proches du chef qui l'a fait au nom du chef. Donc voilà les deux acteurs principaux qui ont joué un rôle crucial dans la naissance du Togo. Et l'acteur le plus principal, c'est Plakou, puisque c'est lui qui a signé en personne le traité avec Gustave Nachtigal. Après la signature, après ces accords, après ces traités, la suite c'est quoi? La suite, c'est que les Allemands vont continuer par signer d'autres traités avec les chefs de l'intérieur en application au principe de l'Interland qui disait que toute puissance installée sur la côte avait la possibilité de repousser ce territoire jusqu'à l'intérieur. Donc en allant vers l'intérieur, d'autres traités ont été signés avec d'autres chefs. Ceux qui ont accepté de signer, il n'y a pas de problème, ils ont avancé. Ceux qui ont refusé, ils les ont combattus par la force. D'où on parle des résistances. Il y a eu des peuples qui ont résisté. Notamment au sud, d'accord. Il y a les Agotimés, d'accord. Il y a les Akposso qui ont vaillamment résisté et dont tout un village a été brûlé par von Döring dans cette résistance. Au nord, il y a des peuples qui ont résisté également, notamment les Bassa, les Konkomba, qui sont considérés comme les gens qui ont le plus donné du fil à retordre aux colonisateurs allemands, parce que jusqu'à ce que les Allemands ne partent, ils n'ont jamais su pacifier le territoire Konkomba. Parce que chaque fois qu'on les matait, un autre groupe se réveillait pour aller causer des drames. Donc, il y a les Konkomba, il y a les Bassa, il y a les Kabiais ou non, qui ont été les peuples qui ont résisté. Mais au même moment, il y a des peuples qui n'ont pas résisté, qui ont accepté de signer le traité de protectorat, tel que celui qu'on a signé avec le roi Malapa, tel que celui qu'on a signé après avec d'autres chefs, à Gilidji, à Neho et autres. Il y a également à l'intérieur du Togo le chef des thèmes qu'on appelle Ouro Djobo Boukari. Ouro Djobo Boukari dit Ouro Isso, qui également n'a pas opposé une résistance à l'envahisseur allemand. Il a plutôt collaboré avec lui. Il a accepté, il a signé un traité avec lui. Deux noms peuvent être retenus parmi les résistants aux colonisateurs allemands. Il s'agit du roi Adja Poyuzun. Le roi Adja Poyuzun était le chef, ou le chef du royaume Adja de Tado. Le deuxième qui est mort martyr dans le refus de l'ordre colonial, c'est le roi Nabiema Assabieh des Tchokossi. Eux aussi, ils ont résisté et le roi a été fusillé, il a été assassiné devant ses notables, devant sa famille en 1897 par le lieutenant Thierry, parce qu'il refusait de répondre à une convocation faite par le lieutenant Thierry qui le convoquait pour gérer une affaire. Il a refusé, il a été assassiné. Quant à Adja Poyuzun, il a été aux prises avec les Allemands et les Français parce qu'il avait un royaume qui était
à la frontière, en fait, c'est eux qui ont tracé la frontière. Il a créé le royaume Adja. Et plus tard, leur frontière va venir traverser le territoire Adja. Et une grande partie des Adja se retrouve au Bénin. Et une petite partie se retrouve au Togo, notamment dans la préfecture du Moyen Mono, à Tohoun, à Pekpleme, à Tado, c'est les Adja du Togo. De l'autre côté, quand vous allez vers Lokossa et autres, vous allez voir les Adja du Bénin. Donc, il était aux prises aux Français qui venaient du Dahomey, qui combattait Bianzin, dont il a apporté un soutien, et du côté ouest, il était aux prises avec les Allemands. Finalement, il sera arrêté par les Français, il sera envoyé en prison dans une île de Bagne, au Gabon, où il va mourir par noyade en 1913. Voilà nos deux résistants, nos deux rois résistants que nous sommes en train d'étudier avec nos élèves au secondaire 1 et au secondaire 2, parce qu'il ne s'agit pas d'aller parler de Samori Touré, de Roi Père et autres. Il faut également mettre en valeur nos résistants, ceux qui ont été togolais, nos résistants togolais qui ont résisté contre le colonisateur. Merci beaucoup, docteur, pour vos amples explications. Alors, docteur, aujourd'hui, nous voyons que notre très cher pays, le Togo, c'est vrai, on a compris comment il est né, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est subdivisé, hein, pour parler des régions. Comment tout ça est arrivé, docteur? Oui, vous savez que l'Afrique a été partagée sur papier à Berlin lors de la conférence en février 1885. Et les Africains se sont retrouvés devant le fait accompli que les Blancs soient en train de partager le territoire avec les compas et les équerres et les rapporteurs sans tenir compte des réalités sur le terrain. Ça fait que le grand royaume mandingue a été divisé. C'est comme ça que vous allez retrouver les mandingues en Guinée, les mandingues au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. Le royaume Adja dont nous parlons a été divisé par la frontière est du Togo. Une grande partie des Adja se retrouve au Bénin et une petite partie se retrouve au Togo. Quand on longe la frontière vers le nord, le peuple Beta Mariba, ce que nous appelons les Tambermans, qui ont construit des châteaux forts qui sont actuellement inscrits dans le patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. La grande partie des Tambermans se trouve au Bénin. Il ne reste qu'une infime partie qui se trouve au Togo. Ouais, un peu, c'est la colonisation qui les a divisés ainsi. Le peuple évé. Vous allez voir un Dalméda, un Amouzou au Bénin. Au même moment, vous voyez les mêmes noms au Togo. Le peuple évé a été divisé. Il y a Grand Popo qui est resté au Bénin et Petit Popo, c'est à Néro qu'on appelait Petit Popo. Grand Popo est resté au Bénin, Petit Popo est resté au Togo. Vous prenez le cas du côté ouest avec le Ghana. Vous allez à Aflao, vous allez retrouver les Togolais qui sont de l'autre côté du Ghana, qui parlent évé, même jusqu'à Keta, on parle évé, jusqu'à Adafienou. Voilà. Bref, tout votre régime, c'est le Togo. Donc le peuple a été divisé. Quand vous allez vers le nord, le peuple Bassa a été divisé en deux. Une partie des Bassa est au Ghana, une partie des Bassa au Togo, au niveau de Tinjassi. Un peu plus au nord, le peuple Moba a été divisé en deux. Une grande partie des Moba se retrouve au Ghana et au Burkina Faso. Et une grande partie se retrouve également au Togo. Les peuples ont été divisés parce que le tracé des frontières n'a pas tenu compte des réalités des peuples et des ethnies. Ça fait que, à l'indépendance, après la lutte d'indépendance, on s'est retrouvé dans les pays d'Afrique avec une composition d'ethnies dont il faut faire avec. Parce que si on décide de retourner aux frontières d'avant la colonisation, ça va être un désordre. C'est pourquoi, lors de la première session des chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on a créé en ce moment et qu'on appelait l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle UIA, il y a une décision qui a été prise, qu'on appelle le principe de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que les frontières héritées de la période coloniale sont intangibles parce que si on veut remettre en cause ça, ça va effriter la paix, ça va être un problème de sécurité. Donc,
autant garder et faire avec. Les pays qui ont compris et qui ont fait avec, c'est-à-dire les peuples qui se sont retrouvés dans le tracé des frontières, vous êtes obligés, que vous le voulez ou pas, de composer. Les peuples qui ont compris et qui composent ensemble sont sur le chemin de la création de leur nation. Les peuples qui n'ont pas compris et qui s'entre-déchirent, la nation est menacée. Parce que pour créer une nation, il faut créer des valeurs communes, il faut créer une histoire commune et il faut créer une conscience historique commune. Et de la naissance de la conscience historique commune, on va vers la création d'un État-nation. Merci infiniment, docteur. Alors, votre dernier mot rapidement. Mon dernier mot, c'est de dire merci à Invest Media et aux promoteurs de ce média en ligne pour l'opportunité qui nous a été offerte de venir sur le plateau, apporter la contribution que nous avons en tant que chercheurs pour éclairer la lanterne des compatriotes sur certains points de l'histoire contemporaine de notre cher pays, parce qu'il est nécessaire de comprendre les faits contemporains. On ne peut pas comprendre les faits contemporains si on ne fait pas une projection dans le passé. C'est l'importance de l'histoire. L'histoire permet aux générations actuelles de comprendre les faits contemporains actuels à travers la lecture des faits historiques du passé. Et la meilleure compréhension des faits contemporains nous permet de nous projeter dans le futur. Si on ne comprend pas comment ça se passe aujourd'hui, on ne sait pas où mettre le pied, on peut trébucher. Donc nous devons tirer les leçons du passé pour pouvoir mieux planifier notre avenir. Voilà l'importance de l'histoire. Et donc les historiens sont appelés donc à expliquer certains faits contemporains. Et si nous sommes sollicités, ce sera avec plaisir que nous le ferons à chaque fois que de besoin. Nous adressons également nos remerciements aux téléspectateurs et à tous les internautes de Invest Media. Et nous restons toujours disponibles pour d'autres sollicitations. D'accord. Merci infiniment, docteur. Je vous en prie. L'entrevue s'est terminée pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes chez vous sur Investi Media. Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International. RSG au cœur de votre projet d'études à l'international.